Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons passer environ 1 heure ensemble pour aborder un thème qui est quand même bien complexe, hein, qui mérite plus d'1 heure. Donc on va aborder certains sujets, mais et je vous donne un scoop dès maintenant, nous ne résoudrons pas ensemble tous les problèmes de conflit maintenant dessus. En tout cas, c'est un thème que l'on a soit connu dans le milieu professionnel, une fois, 2 fois. On n'est peut-être pas sûr de l'avoir connu, mais on se dit que ça peut être un conflit. Parfois avec un boss, parfois avec dans son équipe, parfois avec des pairs du comité de direction ou des collègues dessus. Ou alors, si on est en transition professionnelle, ça peut être un thème sur lequel on aimerait mieux en fait s'équiper pour pas que ça se reproduise lorsqu'on prend son prochain défi, son prochain poste, ou lorsqu'on crée par exemple son entreprise avec dans le pacte d'associés. Voilà le pourquoi de ce thème d'aujourd'hui. Ce que je vous propose très rapidement, ça va être de parcourir les objectifs. Donc les objectifs, on va essayer de bien définir en fait ce qu'est un conflit. Un conflit professionnel, on s'entend, hein. Donc, quelles sont les postures possibles face au conflit? Vous verrez, il y en a grosso modo 3 dessus. Ce qui va être important, c'est d'être conscient de laquelle on utilise et des limites que peut avoir l'utilisation systématique de cette posture face au conflit. Ensuite, on va essayer de travailler des méthodes et des outils par rapport au conflit. Et pour que ce soit le plus interactif possible, comme à chaque fois que je fais des webinaires, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont fidèles et je les remercie. Utilisons le chat qui nous aide en fait à aller plus dans le concret et et aussi qui vous aide à partager des tips avec la communauté d'alumni que nous sommes. Quelques mots me concernant. Je suis diplômé de Neoma 2002, campus Reims. J'ai une première partie de carrière où j'ai expérimenté le conflit professionnel, dans différents groupes, différentes cultures, qui m'a quand même bien montré que le conflit pouvait exister, que ce soit une culture américaine, une culture française, une culture de start-up. Ça existe un peu partout, d'expérimenter. J'ai embrassé une deuxième partie de carrière depuis 2001 où je suis coach professionnel, ce qui me donne l'occasion de tous les jours accompagner des entrepreneurs, des dirigeantes, des directrices, des directeurs dans leurs défis professionnels. Ça peut être des défis de rebond de carrière, mais ça peut être aussi des défis sur justement comment anticiper, gérer les conflits dans leur entreprise. Heu, voilà pour moi ce que je vous propose pour commencer, ça va être peut-être d'utiliser le chat, je veux bien que vous vous présentiez rapidement sur votre rôle, votre entreprise et puis peut-être répondre à cette question, qui est: que redoutez-vous le plus dans un conflit professionnel? Donc, ce qui vous est demandé, c'est de procéder. Très bien, mais Alexandra, quand vous parlez des tensions que vous ressentez intérieurement, vous parlez des tensions, l'électricité qu'il peut y avoir avec les collègues, n'hésitez pas à préciser, puisque ça peut être beaucoup de choses. Merci Marion, donc cette notion d'escalade. Ok, d'accord, non, on a.
On a la rupture de dialogue, donc qui fait appel à la relation. On a des escalades qui peuvent être importantes, d'harcèlement, de mise au placard. OK. Catherine, quand vous parlez d'injustice, c'est par rapport à quoi? Par rapport à vos valeurs? Par rapport à... Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? OK, donc Anne-Sophie, vous êtes vraiment sur les conditions de travail, c'est-à-dire que le climat devienne juste insupportable. OK. OK, Marianne, c'est intéressant cette notion de et après. Après que l'épisode de conflit soit passé, comment on revient à une relation normale? OK, on trouve aussi les notions de répétition. Très bien. N'hésitez pas parce que c'est vraiment propre à chacun, hein. OK. Apolline, quand vous parlez de garder une posture professionnelle, que l'on peut être digne de confiance, vous craignez en fait quand il y a un conflit de perdre la confiance de votre, je sais pas, de votre patronne ou de vos équipes? OK, oui, de l'équipe. OK, très bien. Ça marche, mais n'hésitez pas à continuer. Je pense il y a pas mal de choses qui se ressemblent. J'ai une deuxième pour vous, question pour vous, qui cette fois-ci est plus positive. Avant que nous commencions, euh, est-ce que de la même manière, n'hésitez pas à dire aussi votre métier, votre entreprise, ça aide à avoir une idée du contexte. Quelle est une astuce que vous aimeriez partager avec notre communauté d'alumni qui, pour vous, fonctionne quand il y a un conflit? Mhm. Aline, je pense que vous touchez un point important, c'est la communication écrite et son côté destructeur. Ça reste. Ok, donc il y a une notion de soit pas réagir à chaud, soit à l'inverse, le traiter tant que c'est chaud. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc Valérie, vous êtes sur des notions de ressenti. On va les aborder dessus avec des outils. Parler. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde craint ou a expérimenté des conflits, mais a aussi des choses à partager avec le groupe. C'est intéressant. La méthode DESC. Vous pourrez rappeler Anne-Sophie la signification de chaque lettre? Je crois que c'est un truc comme d'écrire, quelque chose comme ça. Je crois que je la connais, mais preneur pour le groupe. C'est effectivement une méthode que chacun peut aller voir comme outil pour être capable d'exprimer son ressenti. Très bien. Donc, Catherine, quand vous parlez de prendre chaque collaborateur à part, là, vous êtes notamment typiquement dans le conflit au sein de votre équipe, par exemple, j'imagine. Deux collaborateurs ou deux collaboratrices ou plusieurs qui sont en conflit ouvert. Ok, super. Mais écoutez, continuons dessus. Donc c'est déjà intéressant. Il y a déjà pas mal de choses. Et allons directement. Première chose. Première chose, on va essayer de définir déjà ce qu'est un conflit. Donc, un conflit, je vous ai mis l'étymologie hein, de conflit. Donc, il y a une notion de... C'est avec quelqu'un déjà. On est rarement en conflit avec soi-même. En tout cas, c'est pas le conflit dont on parle ici. Et on a cette notion de fligere en latin qui veut vraiment dire heurter, frapper. Donc, il y a quand même une forme de violence qui est forte. Hein. Donc, pourquoi je commence par cette étymologie? C'est vraiment pour faire la différence entre un conflit, c'est plus fort qu'un problème. C'est plus fort qu'un désaccord. C'est plus fort qu'un différent, qui s'écrit avec un D d'ailleurs, différent, dessus. On est vraiment, quand il y a conflit, et donc c'est super important de s'assurer que on est bien dans une situation de conflit, que c'est pas juste un ressenti. Les personnes s'affrontent. C'est-à-dire, il y a un rapport de force émotionnelle qui se passe. On n'est pas encore sur un conflit physique. Ça pourrait le devenir si ça s'amplifie. Hein, dans de rares cas d'hyper-conflit, on verra, ça peut aller dessus. Mais on est dans un rapport de force où
Au-delà de la solution, on est tenté de démontrer que l'autre a tort. Heu, c'est vraiment il y a une notion émotionnelle qui arrive, en fait. Il y a beaucoup plus, en fait, que, la question de what's right, en fait, hein. On va beaucoup venir sur who's right dessus et un peu il va pas s'en sortir comme ça, en fait, dessus. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça. Donc là-dessus, mon premier conseil, c'est vraiment arriver à faire la différence de ce qui est de l'ordre d'un problème. Je pense à mon interlocuteur pense à barre, éventuellement un problème, un désaccord. 2, d'un conflit où il y a quelque chose d'émotionnel qui vient en plus. Ah, je peux vraiment plus le voir en fait, hein. Ça m'insupporte ces réunions avec lui, quoi. Ça va être le même cirque que la dernière fois. Tous ces états d'âme qu'on peut avoir dessus, là, on va davantage être de l'ordre du conflit. Alors, je viens juste de l'exposer, dans un conflit, il y a différentes, intensités. Donc ça peut aller jusqu'à l'hyperconflit. Là, l'hyperconflit, ça peut aller sur, je fais des plans machiavéliques, pour mettre l'autre, dans la difficulté. Voire jusqu'à l'humilier, hein, publiquement, en réunion, par exemple, devant ses équipes. Heu, Volontairement, je l'invite plus à certaines choses, je l'évite et cetera. Donc ça peut aller très, très très, très loin, un conflit. Peut-être certains d'entre vous sont allés sur cette étape-là de sentiment d'isolement, de mise à l'écart ou d'avoir quelqu'un qui vraiment vous en veut au point de jouer, parce que c'est un jeu psychologique, heu conscient, en partie inconscient, ça dépend des fois, avec vous. Donc ça, c'est important en fait, non seulement de voir qu'il s'agit bien d'un conflit et de voir en fait l'intensité, qui s'y passe, par quoi ça marche. À l'inverse, attention aux biais de confirmation. Vous pouvez avoir un ressenti, là j'ai l'impression qu'on est en conflit, d'ailleurs la preuve, hein, tu vu, il m'a pas dit bonjour ce matin. Là, le risque dans ces cas-là, c'est qu'on dépasse pas le ressenti, on n'a pas la certitude qu'il y a vraiment un conflit avec la personne en face. Nous, on le ressent comme ça et au contraire, on va aller chercher tout un tas d'éléments qui vont nous conforter dans notre position, dans notre ressenti. Faites juste attention parce qu'il est possible que la personne qu'il y ait pas de conflit, que la personne n'ait pas en face cette même impression que vous. Donc ne s'en rende absolument pas compte en fait, hein. Donc d'où l'importance en fait d'être capable de prendre du recul par rapport à une situation, se dire si c'est un conflit et d'en avoir la certitude qu'il y a conflit ou pas. Alors, il y a 3 attitudes par rapport au conflit. Heu, la première, assez classique, ça va être celle de l'évitement. Heu, L'évitement, typiquement, c'est la métaphore du canard. Bon, soit même pas touché, voilà, soit, finalement, c'est pas si grave, quoi. Il y a pas mort d'homme, ça ira mieux demain. J'ai du mal le prendre. Toute cette tactique que l'on peut avoir, qui parfois est bonne, hein, d'ailleurs, hein, à prendre. La difficulté, c'est sa récurrence. Si c'est systématiquement la tactique que l'on utilise, heu, eh bien, au bout d'un moment, la confiance en soi, risque d'être altérée. La capacité à exprimer son désaccord, à ne pas laisser faire une manière de se conduire de l'autre qui foncièrement nous heurte, nous blesse, on la laisse s'installer. Là, je peux prendre l'exemple d'un d'un entrepreneur que j'ai accompagné. Donc, il travaillait comme associé minoritaire et comme, on va dire, homme à tout faire pour 2 cofondateurs. Et il était sans cesse dans une situation en fait de conflit avéré, il assistait à un conflit entre les 2 cofondateurs qui pouvaient pas se piffrer, hein, tout simplement. Et lui, ça lui nuisait au quotidien parce qu'il était un petit peu le souffre-douleur, des 2, à essayer finalement de les autres reporter sur lui le conflit qu'ils avaient entre eux et en fait, au départ, il se dit: «Ouais, ça vaut pas le coup, c'est pas mon affaire et cetera, je vais pas rentrer dedans» et il a laissé s'installer en fait, cette situation où,
les rapports étaient plus professionnels, en fait. Il était parfois le confident, parfois le punching ball dessus, et cetera. Et le fait d'avoir laissé installer la situation fait qu'en fait, le climat était plus sain. Perte de motivation, perte de sens d'utilité, ce sentiment finalement que ce conflit qui est larvé, qui est bien là au quotidien, est tel que de toute façon, ça va être très compliqué de construire quelque chose ensemble. Donc là, le conseil serait le suivant. Bien identifier si le conflit, s'il est là, si la meilleure attitude, c'est l'évitement. Parfois, ça l'est. C'est premier conseil. Deuxième conseil, être capable d'identifier, est-ce que je ne suis pas systématiquement dans l'évitement par peur d'autre chose, par peur d'affronter, par peur d'essayer de trouver des solutions. Voilà, deux conseils que je peux donner. Si l'un d'entre vous se reconnaît dans cette situation d'évitement, qu'il n'hésite pas à le partager dans le chat, ou s'il a des astuces par rapport à comment il a surmonté ce comportement habituel qu'il avait dans les situations de conflit, qu'il ou elle n'hésite pas à le partager, ce sera riche pour tout le monde, hein. Profite pour remercier Anne-Sophie pour la méthode DESC. Ok, j'en profite pour passer à la deuxième tactique la plus courante. Bah, c'est l'inverse de l'évitement, hein. Je vais soit consciemment, soit parce que c'est plus fort que moi, jouer au combat en fait, hein. Donc, je vais m'opposer activement, en fait, à l'autre, à ce qu'il me demande de faire, à sa conviction, à ses prérogatives, à son comportement, et cetera. Et on va utiliser de ressorts. Ça peut être son poids hiérarchique, ça peut être son meilleur réseau, ça peut être la conviction en fait de du supérieur de donner raison. Donc là, typiquement, ça peut être des conflits au sein d'un codir entre des pairs, par exemple, allez, à titre d'exemple, la finance et le commerce, le marketing et la R&D, la supply chain et le service client. Ça peut être des conflits assez classiques que l'on peut avoir dessus. Ça peut, comme l'évitement, être la bonne tactique. Encore une fois, c'est avoir conscience en fait qu'on utilise trop souvent ce comportement-là est important et avoir aussi la capacité de recul de qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que le combat, est-ce que le sujet, la situation en vaut la peine? Et qu'est-ce que je risque à l'utiliser trop souvent, cette technique-là? Même manière, si certains d'entre vous sont des adeptes de la technique de l'affrontement ou du fight, ou au contraire ont réussi à diminuer l'utilisation du fight, n'hésitez pas à partager. Troisième tactique, troisième posture plutôt, ça va être celle de la résolution. Qu'on soit clair, c'est la plus complexe, hein. Ah, c'est la plus complexe, elle va prendre beaucoup de temps, elle va prendre de l'énergie. Et elle va exiger effectivement que chaque partie ait envie de trouver une solution. Et pour qu'il ait envie de trouver une solution, qu'il ait conscience qu'il y a un conflit, qu'il y a une situation qui est pas pérenne. C'est la meilleure, pourquoi? Parce que dans les vrais conflits, pour éviter l'escalade, donc l'hyperconflit qu'on a vu, pour éviter euh, de, d'absolument se coucher à chaque fois pour espérer maintenir la relation, ou en tout cas d'aller au combat et d'avoir ce risque sur sa réputation interne, sur ces éléments-là. Ici, elle va essayer de voir en fait euh, ce qui est systémique en fait autour du conflit et essayer de trouver en fait une voie qui va résoudre le problème court terme, mais apprendre en fait de cette résolution conjointe du problème pour rebâtir en fait un contrat, une relation, des principes entre les personnes en conflit et c'est là le bénéfice, qui eux sont censés perdurer, sont censés être pérennes. Donc ça, c'est pour ça que c'est important. Encore une fois, tous les conflits, même quand ils sont avérés, ne méritent pas qu'on y passe systématiquement du temps pour essayer de les résoudre.
Ok, sur ces trois attitudes et trois postures qu'on peut avoir dessus. Ah, merci pour vos commentaires. Oui, Anne, il faut un minimum de valeurs communes, une relation authentique. On va y venir en termes d'outils. Yann, j'ai déjà pratiqué l'ivêtement en refusant d'entrer en conflit. Tac, tac, tac. Ok, ok. Ok. Donc Yann, intéressant, vous avez essayé plusieurs tactiques en fait. Vous avez essayé plusieurs tactiques dessus, Euh, ça a prouvé quoi, en fait, la phrase, t'as beau taper, tu ne lui fais pas mal. Pardon, j'ai pas compris la question. Euh, T'as beau taper, tu ne lui fais pas mal, qu'est-ce que ça a créé comme déclic? Parce que c'était une forme de révélation, je pense. Ok, donc la médiation. La médiation avec un tiers, on va voir, dans certains cas, ça peut être intéressant. Je pense par exemple à des relations sociales entre les représentants des syndicats et de la direction, ça peut être intéressant. La médiation, bah, il faut aussi faut un budget, il faut une envie commune aussi de résoudre et d'une situation où qu'on pense les deux parties en fait qu'on ne saura pas la résoudre sans l'intervention en fait d'un professionnel de la médiation. Mais évidemment, le médiateur c'est son métier, il va être armé d'outils pour y parvenir. Alors le tiers peut être le N+1 si c'est un conflit entre deux personnes de l'équipe. Oui, il faut qu'il en ait envie, hein. Damien, parce que si vous dites juste, est-ce que tu pourrais arbitrer là dans ce conflit-là, lui il risque aussi de choisir l'évitement. Débrouillez-vous ou vous êtes assez grand, etc. Donc ça peut. Là, il faut du coup que les trois parties aient envie. Donc les deux parties en conflit et puis le N+1. Ok, merci Yann. Le petit sourire est assez drôle. Ok, très bien. Alors passons à la boîte à outils au-delà des postures que l'on a vues ensemble. Donc, le premier, donc issu de l'analyse transactionnelle, il est lié aux positions de vie. Donc Eric Berne, qui a créé les fondements de l'analyse transactionnelle, explique en fait qu'on a une croyance fondamentale que l'on prend par rapport à la valeur intrinsèque qu'on s'accorde à soi-même et aux autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, Lorsqu'on est dans une situation de conflit, et c'est ce qui illustre le schéma de gauche qui a été ensuite, qui est de Monsieur Ernst, enfin, adepte aussi de l'analyse transactionnelle, c'est que c'est important dans un conflit de se trouver de la valeur à soi-même déjà. Si on se trouve pas de valeur, ça va être compliqué en fait d'être dans une posture de résolution de conflit. On risque de rentrer dans, bah finalement il a raison, hein, il ou elle a raison. Donc on risque de s'abaisser et donc de subir euh, management toxique, une relation toxique dessus. Donc c'est extrêmement important de se trouver de la valeur. C'est le premier signe que l'on voit, donc le premier plus, soit dans dominer, imposer ou dans coopérer dans le carré. Le deuxième élément, pour que ça fonctionne, il faut aussi trouver de la valeur à l'autre, la personne avec qui on est en conflit. Et c'est bien un des problèmes lorsqu'on est arrivé à l'intensité de l'hyperconflit. On déteste tellement la personne professionnellement, on veut lui nuire, on veut lui montrer qu'elle a tort, etc. On veut lui faire des vacheries, hein, qu'on n'y trouve plus de valeur. Et donc la probabilité qu'on arrive à trouver, à apaiser la situation va être très très faible. Donc c'est extrêmement important en fait, et ça c'est vraiment un outil pour chacun, de pour trouver une solution au conflit, pour avoir des relations propres, se trouver de la valeur professionnelle et trouver de la valeur professionnelle à l'autre. T'entends bien, hein, trouver de la valeur professionnelle à l'autre, c'est lui reconnaître que malgré tous ses défauts, malgré ce qui nous fait baver, sur tel et tel sujet, la personne est compétente ou a la bonne attitude. C'est vraiment de mon expérience d'accompagnement de dirigeant quelque chose de fondamental. Quelqu'un qui ne trouve plus de valeur à son N+1, de toute façon c'est un con, ça va être très très compliqué en fait, hein, dessus.
Deuxième outil que je vous propose, ça a été dit dans le chat, c'est la notion de cadre de référence. Donc, vous avez ce comique, hein, donc avec nous allons tous mourir à Snoopy. Et Snoopy qui est capable de répondre, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Ce que ça illustre ici, c'est vraiment s'intéresser au cadre de référence de l'autre. Il ou elle peut voir les choses sous un angle complètement différent du vôtre. Difficile parce que par définition, son cadre de référence, il est construit sur l'éducation, l'expérience, notre set de valeurs, ce qui a marché pour nous, ce à quoi on donne de l'importance, ce qu'on a vu qui fonctionnait dans l'entreprise, notre réputation, ce pour quoi on est reconnu, etc. Mais l'autre a aussi son cadre de référence et les cadres de référence peuvent être très différents dessus. Quand on essaie de comprendre dans une situation de conflit avéré, quel est le cadre de référence, qu'est-ce qui fait que lui, foncièrement, euh, il est absolument pas d'accord avec moi, il se comporte comme ça, à quoi ça peut faire référence en fait? Quelles sont les valeurs non négociables pour lui qui doivent être, que je dois peut-être heurter à travers ma conduite, ma manière de pousser les recommandations, qui fait que c'est heurté et il y a deux planètes qui se rencontrent où ça marche pas. Est-ce que vous avez expérimenté ces notions de cadre de référence ou de position de vie sociale? Si oui, qu'est-ce que ça a pu vous apporter de positif pour ceux qui ont déjà expérimenté ça dans une tentative de résolution de conflit? N'hésitez pas. Alors, quand vous répondez, je vais passer à un troisième outil un peu plus complexe, qui est celui du triangle dramatique. Donc, triangle dramatique de, de Karpman. euh, Dessus, donc qui a explicité ce qu'est le triangle dramatique. Alors là, si vous voulez un bon exemple en support, c'est regarder le film avec Gérard Jugnot qui s'appelle Jeu psychologique. Alors c'est pas son meilleur film, mais par contre ça aborde extrêmement bien cette notion. Donc le triangle dramatique, c'est quoi? De manière inconsciente, on peut rentrer dans un jeu où on va tour à tour jouer l'un des trois rôles qui sont décrits ici. Euh, celui, celui de persécuteur, celui de sauveur et celui de victime. Et en fait, ce jeu, il est complètement dingue, en fait. Il peut durer très très longtemps, en fait, hein. Donc typiquement, un des exemples du triangle dramatique, ça va être le non-mais. Une personne par exemple, va faire sa victime, va dire, va expliquer, ah ouais, et puis ça va pas, etc., etc., et cetera, et ça non plus, puis c'est à chaque fois la même chose. Et là, il y a quelqu'un qui peut être vous, qui c'est plus fort que lui, par empathie, parce qu'il aime bien le collègue, etc., ou autre, va vouloir jouer au sauveur. Mais est-ce que tu as essayé ça? Mais et ça? Ah là là, etc., etc. Et jouant ce rôle, en fait, de victime-sauveur, ça va alimenter, en fait, tout un triangle dramatique où, au bout d'un moment, soit le sauveur, soit la victime va en avoir un peu marre de cette conversation et un coup de théâtre va se passer euh, du type, bah, le sauveur, ça fait 5 fois qu'il essaie de trouver une solution pour la victime, et il va lui dire, il va l'agresser, hein, très piquant. Mais en fait, t'as absolument pas envie de trouver une solution, quoi. Donc ça peut être ça. Et à son tour, il devient en fait le persécuteur. Ou ça peut être la victime qui va lui dire, mais attends, mais moi je t'ai rien demandé, hein. Laisse-moi juste me plaindre dessus. Ce triangle en fait dramatique, il arrive extrêmement souvent dans la gestion des conflits.
on installe un jeu psychologique qui se répète situation après situation, dans lequel on va jouer tour à tour ce rôle de victime, de sauveur, de persécuteur. Ça peut être notamment dans sa relation de manager avec ses équipes. Ça peut être au sein d'un codir, c'est assez fréquent. Vous avez vu, c'est spécifié sur la diapositive. C'est un triangle. Le triangle, par définition, il est instable, d'où ce changement de rôle permanent. Donc là, les conseils, c'est d'être capable de repérer ce jeu psychologique qui s'installe. Ça, c'est vraiment important. De repérer que nous, on se met systématiquement dans une position, dans une des relations avec un collaborateur dessus. Et ça va être d'essayer d'en sortir. Pour essayer d'en sortir, déjà, la prise de conscience est importante. La répétition va être importante et donc d'essayer de ne pas rentrer dedans. Et là, on va utiliser, tout à l'heure, ça a été notamment proposé avec la méthode de desk de partager un ressenti. Voilà. J'ai l'impression en fait qu'on va refaire la même discussion que d'habitude, hein, où tu vas m'expliquer qu'il n'y a rien qui va, que tu as essayé toutes les options, que t'as pas les moyens, pas le temps, pas machin, etc. Moi, je vais essayer de te sauver, et puis on va finir encore sur un truc qui va pas fonctionner. Donc, ça va être important, en fait, d'essayer d'en sortir dessus. Et on va voir comment en sortir avec un autre outil qui va être la capacité à partager son ressenti sans heurter, sans casser la relation avec l'autre. Est-ce que ce triangle, vous reconnaissez dans un des rôles, dans des situations de conflit récurrentes, soit dans votre job actuel, soit dans votre job passé, où vous avez été vous-même persécuteur, victime, euh, sauveur? Ok, merci Sandrine. Sauveur, qui est pas le rôle le plus simple, hein. Les trois. Bon, j'adore parce que effectivement, normalement, on joue les trois. Ah, ah. En fait, le sauveur foncièrement, est-ce qu'il est malsain ou pas? Bah, faut s'assurer que l'autre, il a envie d'être aidé foncièrement, donc ça passe par le dialogue en fait. Je sais pas si par exemple j'étais avec quelqu'un qui était en mode victime et que moi j'ai envie de l'aider parce que foncièrement j'ai cette empathie, je vais essayer de m'intéresser mais qu'est-ce que t'attends de moi? Euh, Comment je pourrais t'aider? Et il peut être capable, s'il sort de la victime, de dire, bah écoute, rien de spécial, juste de l'écoute, par exemple. Ça m'est arrivé avec une directrice commerciale que j'ai accompagnée, où elle aimait jouer ce rôle de sauveuse, hein, dessus. Et elle se rendait compte, et c'était vraiment un choc pour elle que parfois en fait la victime ou le persécuteur comprenait pas en fait ce rôle de sauveur et elle se disait mais c'est pas possible, il saisit pas la perche alors que moi je suis toujours disposé à écouter, etc. Donc ça venait heurter un peu son mode de fonctionnement et son style de leadership. D'autres expériences? Donc personne à part Damien osait dire qu'il a joué au persécuteur, hein. Non, mais en fait, Jérôme, c'est intéressant. C'est pas si facile que ça. euh, Parce qu'en fait, il y a des cadres où, si tu veux, tu as un N+2 qui impose à un N+1 Mhm. certains comportements qui sont parfois un peu contre nature. On n'est pas forcément au courant de ce qui se passe Ouais. entre la N+2 et la N+1. Et du coup, c'est pas toujours si simple, en fait, de prendre du recul. Et puis, les situations changent, en fait, en fonction de la situation dans l'entreprise aussi. Oui, merci Hugues. Je pense que c'est très intéressant. Si c'est un conflit avec le N+1, comprendre en fait d'où ça peut venir son comportement, quel est lui-même en fait le cadre qu'il a avec son N+2. Donc tout ça, je pense que ça mérite d'être attentif en fait à nos ressentis internes sur ce que l'on sent et puis être capable via le questionnement en fait d'essayer de comprendre le cadre de référence de l'autre, d'où ça peut venir. Et peut-être que ça peut venir effectivement sur une pression avec un N+2 et que le N+1 au bout d'un moment il arrive juste plus à faire tampon par exemple dessus. Donc l'observation va être extrêmement importante. En fait, Euh, je me Ouais, mais permets. on n'a pas forcément. Je m'excuse, Damien, attends,
Alors, Hugues ou la personne qui voulait intervenir, pas de problème, vas-y, hein. En fait, on n'a pas l'information, en fait. C'est ce que je voulais dire. On ne sait pas ce qui se passe entre la N+2 et la N+1. Mhm, Ça reste dans le domaine du confidentiel, donc mhm. c'est pas évident de décoder, en fait, toujours. Mais vous avez la possibilité de poser des questions ouvertes, hein. Je pense, hein. Ah, du type, je sais pas, son N+1, mettons qu'elle s'appelle Marie, Euh, Marie, ouais, je voudrais m'assurer, toi, en ce moment, dans ta feuille de route, etc., avec Fatima, la N+2, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou qui s'accélèrent par rapport à la dernière fois, etc. Vous pouvez quand même questionner certains éléments sans rentrer sur des éléments de conflit ou autre, où vous allez voir à la manière de répondre. La personne va pas être capable de tout garder pour elle. Vous allez lire sur le body language, hein. Si ça se tend, s'il y en a un peu ras-le-bol du changement permanent de priorité, ou vous allez voir le niveau de pression, vous allez voir le niveau de complicité, c'est des choses qu'on détecte assez vite, hein. Ouais, après, tu as quand même des gens qui sont habitués à nier, à cacher les choses et ainsi de suite, hein. C'est pas évident toujours de voir si... et Ah, ils je n'ont dis pas pas que c'est forcément envie évident. de... Je dis Ouais. juste que si on veut entreprendre une relation durable et efficace, quelqu'un qui serait poker face toute la journée, etc., je suis pas sûr que ce soit la personne qui obtienne le meilleur rendement, le meilleur engagement de ta parue, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, comment on fait pour sortir de cette situation? Marianne, je joindrai à, à Judith un article qui explicite sur Capman ce que j'évoquais comme étape, donc de prise de conscience, euh, et d'utilisation, en fait, de partage du ressenti pour en sortir dessus. Mais il explicite mieux que le temps que l'on a devant nous pour le faire. Alors, JF, peut-être Jean-François, je sais pas. Le problème, c'est quand on a une personne de mauvaise foi qui renverse les rôles. Bah oui, effectivement, on l'a vu, le triangle, il est instable. Donc, à partir du moment où on rentre dans le triangle, où on joue on accepte de jouer, hein, ce jeu psychologique qui, encore une fois, est principalement inconscient, bah, les rôles vont sans cesse changer, en fait, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un truc qui se passe qui va forcément amener des situations qui vont se répéter et dont personne ne sort vraiment vainqueur, en fait, hein. En tout cas, pas vainqueur sur la situation conflictuelle. On peut y trouver un bénéfice connexe. Je lui ai fait mal, j'ai eu gain de cause, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de ce triangle-là au maximum. Sinon, on va avoir ce sentiment de mauvaise foi, de changement de rôle, etc. Alors, je passe à un outil autre, bah, qui est la manière d'en sortir. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la communication non violente dessus. Donc, justement, alors, soit par rapport au triangle qu'on a évoqué, hein, soit on revient de manière générale sur les conflits, pour éviter d'être par exemple soit dans l'évitement toujours, ou soit lorsqu'on va vouloir aller sur le fight ou même le solve qu'on a vu, ça va être d'être capable en fait de parler de ses ressentis. Pourquoi? Parce que une émotion, un ressenti, c'est irréfutable en fait. Je demande même pas à l'autre est-ce qu'il est d'accord ou pas. Si je lui partage que j'ai peur, si je lui partage que je ressens de la colère à l'intérieur, si je lui partage que je ressens une forte tristesse ou que je suis euphorique à cette idée-là, bon, bah, qu'est-ce qui peut m'opposer? C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça a deux mérites en fait de faire ça. Un, on part sur quelque chose qui est irréfutable, qu'on peut pas voir différemment. C'est même pas une histoire de cadre de référence, c'est ce que je ressens dans mon corps, dans mon fort intérieur. Et la deuxième, c'est que ça oblige à commencer par un jeu. Et le jeu, bah, par définition, on va pas être sur ton comportement, tu as dit ça, tu as montré ça, tu as réagi comme ça, etc., ou qui serait de l'ordre du tu, et le tu, évidemment, a, même si on le fait pas, a un peu cette impression de pointer l'autre. La faute est chez l'autre. À partir du moment où on part sur le jeu, on est sur, euh, on est auto-centré,
sur son sentiment, c'est son ressenti dessus, et de là va pouvoir s'ouvrir en fait l'étape d'après. Je ressens ça, voilà. Euh, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai un besoin important en fait, donc de sécurité. J'ai un besoin important de marque de confiance. J'ai un besoin euh, de me sentir encouragé. Et donc ça va dépendre des situations, etc. Donc là, on revient toujours sur mon besoin, voilà, et non pas tu m'encourages pas, etc., etc. Ça veut dire la même chose, on est d'accord. Mais là, on prend son courage à deux mains et on va exprimer au-delà de ce ressenti son besoin fondamental. Ce qui permet ensuite, du coup, d'exprimer une demande. Pourquoi? Parce qu'elle est nourrie par le ressenti, par le besoin, et donc on va exprimer une demande. Voilà. Demande que l'autre n'est pas obligé d'accepter. Pour moi, la demande, elle est clarifiée. Pour ceux qui ont expérimenté la CNV en résolution de conflits, eh bien, quelques partages d'expérience, ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné, plutôt ce qui a fonctionné, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné. Je reviens, bon, rebonjour. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pour mon expérience, c'est-à-dire d'utiliser sa relation de confiance avec son N+1 lorsqu'elle est Mhm. bonne, donc pour solutionner les conflits dans son équipe. Si la confiance est établie avec le N+1, Ouais. le N+1 comprend la situation et veut bien sûr trouver une solution euh, en bonne entente pour la société. Euh, il est intéressant de jouer ce rôle de... quel était le rôle du... Dans les trois rôles, le rôle de la personne... Sauveur, sauveur, je pense. Oui, sauveur ou inverse de celui... Persécuteur. Voilà, du persécuteur. Et de jouer ce rôle entre le N+1 et soi-même. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement résoudre des conflits sans aller dans l'autorité et mettre à genoux son collègue, parce que c'est pas du tout l'intérêt, mais de changer de rôle entre son N+1 et soi-même pour assez facilement trouver une solution. Si son collègue n'est pas en tort, mais n'essaye pas de jouer, de jouer avec l'équipe. Euh, le N+1, justement, peut adhérer à ce changement de rôle, soit l'un, soit l'autre. Bien sûr, à la fin, il faut que tout le monde soit gagnant et c'est dans l'intérêt de la société. Et bien sûr, pas, loin de moi l'idée de rabaisser son collègue. Très bien, merci Damien pour ce partage d'expérience. Alors, autre outil, euh, je l'appelle la mouche au plafond dans mes accompagnements. Euh, je peux faire du coaching, par exemple, d'associés d'entreprise. Et donc j'ai utilisé ça plusieurs fois. Donc, chacun des associés, en fait, m'exprime, en fait, ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui fonctionne pas et qui gère les tensions, en fait, dans le pacte d'associés dessus. Et très souvent, j'utilise, en fait, cette tactique-là, qui est de dire, OK, imaginez qu'il y a un observateur de la scène. Il connaît pas hein, votre business, hein, donc il connaît pas votre jargon, etc. dessus. Comment il décrirait s'il faisait un rapport de ce qu'il voit, ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il dirait? Et donc là, on est un peu sur cette notion de cadre de référence finalement. C'est le cadre de référence de quelqu'un qui connaît pas la situation. Je vous assure que lorsqu'une personne qui est extrêmement impliquée dans le conflit, lorsque j'utilise cette technique-là, ça lui permet soudainement de prendre conscience de pas mal d'éléments.
sur le côté émotionnel, parfois irrationnel, la capacité de monter dans les tours, etc., qui s'est passé sur la situation. Euh, euh, Dessus. Donc ça peut être quelque chose que je vous conseille. J'ai vu des variantes à la CNV dans le chat qui me vont très très bien dessus. Là, c'est important, donc cette mouche au plafond, c'est un peu, avant d'utiliser un médiateur, en fait, hein, ça peut être quelqu'un qui permette de rebondir dessus. Autre option que j'expérimente, notamment dans les différents au sein de comités de direction, euh, le tableau blanc. Donc là, la méthodologie, elle est assez simple en fait, hein. Donc, on va avoir chacune des personnes qui va décrire les griefs qu'il a à l'encontre de l'autre dessus. Faut que chacun soit partant, évidemment, et on va tirer au sort si besoin qui va commencer dans le reveal des griefs qu'il a vis-à-vis de l'autre. Le tirage au sort est fait. L'autre a l'obligation d'écouter dans le silence le plus total. Il commande pas, même si ça doit bouillir intérieurement, hein. Moi, j'ai déjà été, au-delà d'être celui qui facilite le tableau blanc, d'être un des deux acteurs du tableau blanc, je peux vous assurer que ça bouillait intérieurement. Voilà. Et ensuite, on inverse les rôles. C'est-à-dire, celui qui a explicité en fait les griefs, cette fois-ci, il se met en position de silence et il écoute les griefs de l'autre. Ça permet en fait de là mettre par écrit en fait les choses que l'on se reproche et on essaie ensuite en fait de rechercher des solutions en fait ensemble. C'est une sorte de catharsis en fait. Chacun est clair sur ce que l'autre lui reproche et donc ensuite on se met chacun dans un état d'esprit puisqu'on est d'accord il y a un conflit au départ et qu'on a envie de le résoudre, de se donner une chance, hein. Évidemment, ça marche pas sans ça. Et ensuite, on va se mettre dans un mode solution où chacun fait partie de la solution. Parce que la catharsis, elle a eu lieu, on a été factuel sur ce qu'on reproche à l'autre plutôt que de bouillonner en interne. Dernier outil, je crois, que je voulais vous partager, celui des droits et des devoirs. Il est assez proche du tableau blanc, hein, qu'on évoquait dessus. Donc, chacun, en fait, explicite en fait les droits et les devoirs de chacun dans un conflit. Donc là, si c'est un conflit à deux, en fait. Pareil, on est sur l'écoute inconditionnelle dessus. Ça demande un tiers, hein, donc un coach, un médiateur ou un N+1 potentiellement s'il est parti. Et à la fin, chacun des protagonistes, donc c'est-à-dire si par exemple il y a deux personnes en conflit, va absolument s'engager sur 3 devoirs et 3 droits dessus. Et chacun le fait, et donc ça se scelle, hein, par un écrit qu'on peut revisiter, hein, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, voir dans quelle mesure on, on arrive à s'y tenir, là où c'est compliqué. Est-ce que l'autre a le même sentiment en fait que cet engagement sur les devoirs et les droits était tenu par l'autre partie? Donc ça peut fonctionner dans pas mal de cas. Moi, je l'ai utilisé notamment quand des personnes qui travaillaient sur l'une dans un rôle, on va dire européen, international, l'autre dans un rôle de pays, avec où ça se renvoyait un peu la balle sur la transparence, le contrôle, bah ouais, mais je manque de vision, je manque de moyens, ou à l'inverse, tu me dis pas en fait tes difficultés locales, ou à chaque fois tu me fais une situation alarmiste, etc., etc. Donc ça fonctionne assez bien dans ce type de situation. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des méthodes comme le tableau blanc, comme les droits et les devoirs? Non, Non, peut-être, je sais pas. non. Continuer. Donc, je voulais finir avec un protocole possible, avec un pair, qui reprend beaucoup de choses que vous avez explicitées d'ailleurs dans le chat. Vraiment cette notion de proposer avec le père lorsqu'on a la certitude en fait, hein, qu'il y a un conflit et que chacun a envie de le résoudre en fait, que ça se répète pas, que ça s'amplifie pas, que ce n'est pas un impact sur la réputation des uns des autres, que ça ne donne pas une boule au ventre telle qu'on a plus envie de travailler avec la personne, plus envie d'aller au travail ou encore pire. Voilà. Donc là, c'est celle de proposer un contrat relationnel.
dans lequel chacun va pouvoir en fait formuler son récit par rapport à son prise de référence, ses propres émotions, du conflit relationnel qu'il a avec l'autre. Une fois que ça c'est fait, cette période de catharsis, on va pas passer un temps dingue sur pourquoi il y a ce conflit-là, l'analyser comme le ferait avec une approche systémique, un coach des organisations ou autre. Parce que plus on fait ça, plus on va sur le pourquoi, quelle est la cause profonde, etc., plus on cherche finalement à attribuer les torts. Qui a commencé le premier, qui a été accélérateur, etc., etc. Ici, on va vraiment être beaucoup plus sur, OK, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, en fait? Comment on va respecter le cadre de référence de l'autre? J'ai compris pourquoi toi tu vois ça comme un conflit, qu'est-ce qui te heurte, qu'est-ce qui est important pour toi, etc., etc. Maintenant, je sais pas si on va y arriver durablement, mais maintenant, ça me donne des billes pour comprendre en fait ton cadre, pour voir pourquoi chez toi ça provoque cette réaction, cette émotion qui est extrêmement forte. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, hein. Donc ça fonctionne assez bien avec un père. Voilà. Donc si vous devez retenir une chose, c'est vraiment l'envie réciproque de le résoudre, déjà, hein. Écouter de manière inconditionnelle l'autre dessus, voir ce qui finalement le blesse, les faits que ça a, comment il ressent, etc. Et vraiment, via cette écoute, mieux comprendre son cadre de référence, qui va être la condition sine qua non. On l'a vu tout à l'heure sur les cadres de référence avec Snoopy qui était différent et trouver de la valeur à l'autre pour essayer de tendre vers une solution qui peut être une relation de on peut être en désaccord, mais ça doit pas générer cet état émotionnel et cette tension hyper forte qui fait qu'on ne veut plus travailler ensemble ou que nos équipes ressentent, par exemple, qu'on peut pas se blairer. Il est 27. Je vous propose, en fait, d'utiliser le chat, peut-être, pour, pour dire au groupe, en fait, parmi tout ce qu'on a vu, comme posture, comme définition du conflit, comme outil, si vous deviez expérimenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, euh, une, euh, une action, une approche pour anticiper ou résoudre les conflits, laquelle ce serait, s'il vous plaît? Ok. La mouche, CNV, tableau blanc, ok. Mhm. Bon, l'idée, hein, c'est évidemment des conflits, il y en a plein. Enfin, des outils, il y en a plein. Rien ne vaut mieux que l'expérimentation. Et ce sera pas toujours le même outil qui fonctionnera en fonction de la situation, hein. Donc, plus vous expérimentez des outils et des approches différentes, plus vous allez voir que dans telle ou telle situation, ça marche l'un ou l'autre, vous êtes plus à l'aise avec l'un. C'est vraiment ces expérimentations qui vont vous amener à être confiant aussi face au conflit. Je veux bien prendre quelques questions supplémentaires si vous en avez. Pour ceux qui doivent absolument nous quitter, je les remercie pour leur participation active, hein, vraiment. On peut le faire avec les micros, hein, si vous voulez, ou alors par le Oui, chat. Jérôme, bonjour, c'est Yann à l'appareil. J'étais en train de Oui. taper, mais ça va mieux avec le micro. Écoute, moi, j'avais une question qui était quelle stratégie efficace en cas de conflit avec quelqu'un qui est plus puissant que soi? Moi, d'expérience, je sais que résister et se buter, ça fonctionne pas. Ce qui m'a déjà aidé, c'est peut-être ce que tu appelles le cadre de référence, aller Mhm. échanger un peu avec la personne et tenter de comprendre le pourquoi de sa posture. Est-ce que dans un cas de conflit avec quelqu'un qui est plus puissant que soi, qu'est-ce Mhm. que tu recommanderais? Par plus puissant, tu penses soit à Bah, de quelqu'un qui est façon supérieur hiérarchique. hiérarchique ou Oui, c'est ça, quelqu'un oui. qui, dans le codir, gagne systématiquement les arbitrages, c'est ça?
par exemple. Oui, je pense spécifiquement à quelqu'un qui a la situation d'un supérieur hiérarchique. Mhm. Ah, c'est tout un protocole hein, sur le N+1. Je vais juste donner quelques billes maintenant. Je pense qu'il faut toujours questionner en fait quelles sont ses attentes, quel est son vrai agenda personnel. Je pense s'intéresser au prisme euh, au prisme de l'autre dessus, hein, quel est son set de valeurs. Donc tout ça va aider à bien comprendre finement ses attentes qui peuvent expliquer des choses. Et après, se mettre du côté de la solution. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire être capable à un moment donné de partager son ressenti et de dire qu'on a vraiment envie, en fait, d'être du côté de la solution, parce que c'est la solution qui va permettre, donc du coup, au N+1, qu'il atteigne encore mieux, en fait, hein, sa feuille de route, ses objectifs, parce que ce sera fait avec toi, Yann, plus en confiance. Et je pense se mettre du côté de la solution, partager son ressenti, et moi, j'irai jusqu'à partager aussi ses vulnérabilités. Ça m'est arrivé, j'ai accompagné un directeur digital, data et digital comme ça, en fait, et qui a beaucoup expérimenté des choses du style, euh, écoute, j'ai quelque chose à te dire là, et crois-moi, c'est pas facile à te dire. Ce type de phrase, on va utiliser les silences Mhm. dessus, euh, va créer en fait une intensité dramatique où on se rend compte que la personne, donc, elle est en train de prendre son courage à deux mains et que ce qu'elle a envie de dire va être plutôt de l'ordre de l'émotionnel et qu'il y a quand même intérêt à l'écouter. Donc ça peut fonctionner dans certains cas. Donc, la personne que j'ai accompagnée, qui était plutôt au départ en train de me dire, ouais, mais en fait, c'est une brute, hein, N+1, tout ce qui est de l'ordre de mon ressenti, etc. Franchement, ça lui est complètement égal. Eh bien, ça a marché parce qu'en fait, il a créé ce moment dramatique qui était rare, qui n'était pas attendu de sa part dessus, et la personne l'écoutait. Alors, pour certains, il va falloir tester. Et j'aimerais vraiment que tu me laisses aller au bout de ce que j'ai à te dire. Voilà, crois-moi, c'est pas simple à formuler. Donc, donne-moi juste une minute. Je voudrais juste aller au bout. Voilà. Difficile pour un N+1 de pas donner la minute, hein. Voilà, ça peut être une bille. Je réponds évidemment en format une minute, hein. Ça mérite Yann de rentrer dans le cas spécifique du N+1 pour être plus pertinent. Parfait, très bien.